bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de révivabilité. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Face aux Veilles, votre rendez-vous télé coproduit par la télévision BF1 et le studio Yafa de la Fondation Hirondelle au Burkina Faso dans le cadre du programme Face aux Veilles qui est l'acronyme de faciliter la redevabilité et la veille citoyenne avec la société civile. Un débat aujourd'hui, les prélèvements illégaux effectués par les forces de sécurité chez les usagers de la route au détriment du respect des obligations routières, des taxes et des recettes inhérentes communément appelées raquettes. Quelle est la situation réelle sur les axes routiers? Pourquoi le phénomène continue d'avoir la peau dure en dépit des dénonciations et autres actions de lutte? Quelles solutions, quels mécanismes pour en finir avec cette pratique nauséabonde sur nos routes? Les raquettes ont-ils un impact sur les opérations de lutte contre le terrorisme? Mesdames et messieurs, les questions sont multiples et nous avons le bonheur de recevoir pour vous une belle brochette d'invités pour faire le tour de toutes ces questions. Et ce n'est pas Astrida Nikiema qui dira le contraire. Astrida, bonsoir. Bonsoir Azak, tout à fait. Et sur ce plateau, nous avons un Bienvenu Bado, premier responsable de la coordination nationale de contrôle des forces de police, Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, Bonaventure Kéré, secrétaire général national de la fêtière des transporteurs routiers et enfin un public averti composé des membres du RENLAC, d'étudiants et de l'association Zéro Goutte de sang sur la route. Bonsoir et bienvenue. Merci à tous. Vous êtes donc bien au rendez-vous mensuel Face aux Veilles. Et comme annoncé, nous parlons de lutte contre la corruption sur les axes routiers. Et pour entrer dans le vif du sujet, voyons tout de suite les résultats du sondage réalisé avec notre partenaire Viamo. Sondage réalisé grâce, en tout cas, sur le 3-2-1. Astrid, que disent les résultats de ce sondage? Razak, il faut savoir qu'au total, 1500 auditeurs ont répondu à notre questionnaire en français, mouré et dioula. 40% de ces personnes qui ont souhaité participer au sondage ont déjà été victimes de raquettes sur les axes routiers du Burkina Faso et 37,8% affirment n'avoir jamais été victimes de raquettes. À la même question, il faut noter que 22,1% des participants n'ont pas souhaité donner leur avis. Sur une échelle de 1 à 5, 11,1% des participants à ce sondage pensent que les mesures anti-raquettes ont peu d'impact. 25,5% pensent qu'elles ont même un impact modéré et 41,3% pensent qu'elles ont un impact significatif. 9,3% pensent que ces mesures n'ont aucun impact et 12,7% des participants n'ont pas voulu se prononcer sur la question Razak. Merci Astrid, des résultats suffisamment évocateurs. Je me dirige maintenant vers Sakado du RENLAC. Est-ce que vous êtes déjà en phase avec ces résultats présentés? Oui. Les sondages que nous faisons donnent similairement les mêmes résultats, hein. À savoir que, en tout cas sur les routes aujourd'hui, le racket est la chose la plus partagée. Et maintenant, il y a des mesures qui sont prises au niveau étatique et les résultats de ces mesures-là se font vraiment attendre. Ça fait que vous voyez qu'il y a un très grand nombre de gens qui ne savent même pas s'il faut apprécier ou pas. Parce que, bon, ils ne semblent pas voir les résultats donc, de ces mesures donc, de lutte contre le racket sur la voie publique. Monsieur Bienvenu Bado, vous êtes responsable à la coordination de contrôle des forces de police. Quel est le regard que vous portez sur le résultat de ces sondages? Merci. Je dirais que je prends acte des résultats de ces sondages. Et
je sais que les raquettes sont une réalité. Il ne sert à rien de tenter de dire le contraire. Les raquettes sont une réalité sur nos routes. Maintenant, peut-être l'évolution des débats vont nous permettre de savoir comment situer les responsabilités. Il y a ceux qui sont les usagers de la route qui aussi se font malheureusement, en tout cas, prendre dans le fait que très souvent, beaucoup n'ont pas les documents requis pour être en circulation, notamment pour les véhicules automobiles. Et même on trouve des gens qui circulent sans avoir même des pièces d'identité pour montrer qui ils sont. Il y a aussi ceux qui contrôlent, qui aiment l'argent, voilà, donc qui tout de suite vont essayer de soutirer des choses à ceux qui ont des difficultés. Malheureusement, au lieu de faire appliquer la loi, donc c'est ça qui constitue les raquettes. Voilà, donc c'est pour dire que on verra avec l'évolution des choses que les responsabilités sont partagées, mais elles ne sont pas partagées à 50%, 50%. Il y a quelqu'un qui est plus responsable que l'autre. Déjà, qui est plus responsable? Ben, je ne sais pas si c'est Oren là que vous posez la question ou c'est moi. C'est à vous. Sinon, si dans une bagarre entre un faible et un fort, on n'arrive pas à mettre fin à la bagarre, si ce n'est pas que le faible est très très nerveux, on peut être tenté de penser que c'est le plus fort qui ne veut pas que la bagarre prenne fin. Quand vous regardez l'usager de la route et les agents qui sont chargés du contrôle, vous pouvez aisément apprécier qui est le plus fort. Donc c'est pour dire que dans la lutte contre les raquettes, si on avait une volonté vraiment affirmée et qu'on la manifeste à travers les agents qui sont chargés des opérations de contrôle routier, s'ils appliquent la rigueur vraiment utile, vous allez voir que les raquettes vont diminuer parce que lorsqu'il y a une infraction, il ne s'agit pas de prendre de l'argent et laisser circuler ou laisser continuer. Il faut appliquer la contravention qu'il convient. Par exemple, si vous avez une visite technique qui a expiré, la réglementation prévoit que vous devez payer 25 000 francs. C'est une amende forfaitaire. Maintenant, l'usager lui-même ne veut pas se séparer, entre guillemets, de ces 25 000 francs. Il préfère donner 10 000 francs et ne pas, en conséquence, être à mesure de réclamer une quittance. Donc, on se retrouve face à une situation où l'usager pense qu'il a économisé 15 000 et l'autre qui a encaissé aussi ne donne pas de quittance, donc il a encaissé pour lui-même. Donc, c'est ça qui fait qu'on est tenté de penser quand même, quand on analyse sérieusement les faits, ce n'est pas une responsabilité 50-50 partagée. Alors, M. Kéré, vous représentez la fêtière des transporteurs routiers du Burkina. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe exactement sur nos routes? Ben, je vous remercie. Le sujet dont il est question aujourd'hui peut le qualifier de l'un des plus vieux métiers, comme l'un des plus vieux métiers du monde. C'est sur nos routes, comme vous le savez, et je reprends là où le coordonnateur a terminé. Il a évoqué le fait que certains des usagers de la route n'ont pas les documents requis. Mais il se trouve que, pour voyager, il se trouve que lorsque vous n'avez pas les documents, vous allez plus vite que ceux qui ont les documents. Ben, voilà, c'est un dilemme. Les agents chargés du contrôle préfèrent ceux qui sont en faute pour qu'ils s'arrangent. Et c'est eux les plus forts. Et lorsque vous êtes vous n'êtes pas, et vous êtes en règle, en ce moment, malgré tous ceux qui sont les plus forts, ils dictent leur loi. Ce qui fait que le racket a la vie dure. Mais lorsque nous allons aborder les solutions à préconiser, nous allons voir que, en réalité, ce n'est pas une question de sécurité qui amène ces agents sur les routes, mais ces agents-là, comme on l'a dit une fois lors d'une conférence de presse, ces agents-là sont missionnés sur les routes pour remplir des poches autres que les caisses de l'État. Donc ça fait que... Monsieur Kéré, le contrôle routier fait tout de même partie des rôles régaliens de ces institutions. Oui, mais
le contrôle routier ne signifie pas. Je prends un exemple, par exemple, actuellement, il y a un arrêté qui est sorti, qu'on a publié, que nous avons, qui limite les pièces à demander au conducteur quand et ça fait baisser un peu le racket. Par exemple, quand vous prenez la route, vous devez avoir l'assurance, la visite technique, la carte grise du véhicule et puis le permis du chauffeur. Ça se limite là. Vous voyez, c'est des mesures comme cela qu'il faut pour faire pas cesser le racket, mais quand même diminuer le racket. Et vous dites que le contrôle routier fait partie du rôle régalien de l'État. Mais oui, contrôler les routes, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin lorsque le véhicule passe, le véhicule qui transporte des passagers passe à tous les carrefours, on décharge les passagers, on les aligne comme du bétail. Et ceux qui ont... D'abord, on les fait patienter. On leur fait du chantage pour montrer c'est nous les plus forts. Et ensuite, on contrôle ceux qui ont leurs documents en règle. S'ils sont burkinabés, ils remontent dans le véhicule. S'ils sont étrangers, ils restent là parce qu'ils vont me payer malgré tout. Même s'ils sont en règle. Même s'ils sont en règle. Ceux qui ne sont pas en règle, bien sûr, ils se sont apprêtés avant de venir. Et c'est parmi ces gens-là que vous allez trouver des gens recherchés par la loi. Donc, il faut repenser. Nous pensons que le contrôle fait partie du rôle régalien de l'État, mais il faut repenser ce contrôle. Il fut un moment dans l'histoire de ce pays, c'est pas un passé lointain, c'est un passé très récent, pas trop lointain, mais les autres pays membres de la communauté étaient venus prendre exemple sur le Burkina. Comment le Burkina faisait, il n'y avait plus de contrôle entre deux frontières, c'est-à-dire vous quittez la frontière de Yendéré, Côte d'Ivoire, pour la frontière 5-1C, il n'y a pas de contrôle. Les contrôles se font à ces frontières et puis d'une frontière à l'autre, il n'y a plus de contrôle à l'intérieur du pays. Mais il n'y avait pas de... La criminalité n'avait pas augmenté. On était venus, les autres pays membres de la CEDEAO étaient venus pour s'enquérir de la manière dont les autorités burkinabées ont agi pour que il n'y ait pas, pour diminuer le racket. C'est pour dire que il faut repenser tout ça. Sinon, la manière actuelle, on n'a pas besoin de poster des agents partout. Parce que dans tous les cas, ces agents-là, même malgré leur contrôle, ils n'ont jamais attrapé un terroriste ou qui que ce soit sur la route. Et pourtant, on a tout de même interpellé des individus indélicats à plusieurs reprises, M. Kéry. On va mettre un peu de bémol quand même aux déclarations. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il faut reconnaître que les contrôles routiers ont souvent permis de démanteler des réseaux. J'aimerais qu'on me cite un cas. Il y en a, même cette semaine ou la semaine passée, il y a eu une publication qui faisait cas d'arrestation de présumés terroristes. Certains ont été arrêtés sur nos routes. Dans nos cas? Sur nos routes, ça peut être dans des véhicules personnels, ça peut être dans des cas, M. Kéry. En fait, moi, je parle de ce qui m'intéresse, les transporteurs. D'accord. En tout cas, nous retenons que le phénomène du racket, c'est une réalité sur nos routes. Nous avons recueilli également l'avis de quelques acteurs sur le terrain, notamment à 5-1C et Niangologo. Je vous invite donc à suivre. Si tu as les papiers, on te fait rentrer dans les petits trucs là pour que tu paies les 1000 francs. Bon, moi, je vois que souvent, quand tu as les papiers complets une bonne fois, on doit te laisser partir. Mais souvent, il n'y a pas ça chez eux là-bas.
Ce qui est associé souvent, elle demande les petits 1000 francs aux citoyens en sachant que la vie est devenue autre chose maintenant. Tout le monde se cherche, tout le monde crie partout qu'il n'y a pas l'argent. C'est vrai, on travaille, mais ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à mettre un peu d'eau dans leur verre pour voir ce qu'il a. Bon, avec le gouvernement, peut-être que ça peut arranger. Personnellement, pas. Ce n'est que des rumeurs que moi j'ai entendues. Donc, pour venir, j'étais un peu stressé. Mais en tout cas, je suis venu samedi pour des obsèques. En tout cas, le voyage s'est tellement bien passé qu'il a dit même à certains parents qu'on allait venir rendre visite encore. Franchement, moi, c'est un souffert. Mais c'est que aussi on va sur la route. Bon, ça nous dérange un peu à côté des frontières. Sans l'argent, on ne peut pas passer. Voilà. Donc, si on prend les frontières, c'est l'argent seulement. Jusqu'à rentrer à Côte d'Ivoire. Voilà. Côte d'Ivoire aussi, c'est même l'argent là seulement. Ça dit, il n'y a pas parole que tu peux parler, partir. Voilà. C'est l'argent. Et puis, bon, les passagers aussi, il y a un peu de fatigue dedans. Sans l'argent, tu ne vas pas passer. De la frontière. Bon, on ne peut pas passer comme ça. Comme nous, si on arrive avec les papiers, on donne quelque chose. C'est comme prix de l'eau, sinon, c'est pas obligé. Au niveau de la frontière, c'est que nous on rencontre ici là. Vraiment pour nous, les policiers du Burkina, ici ils trouvent un peu d'erreur. Sur notre papier, ils vont dire que tu vas payer. C'est notre problème. L'autre enregistrement là, c'est 2000 normalement. Mais s'ils trouvent au niveau qu'on voit qu'il y a un peu d'erreur là, vraiment tu vas payer jusqu'à d'autres pays, jusqu'à 50 000. Et je fais il y a environ 10 ans. Une fois que tu es en ordre, c'est-à-dire tu as tout ce qui est comme nécessaire, donc tu n'as pas d'embêtement. Par exemple, on demande aussi de sécurité. Une fois que tu ne roules pas avec ta tête, on ne te dérange pas. On demande de porter la ceinture. Une fois que tu as ta ceinture, on ne t'embête pas. Laissez passer là, ils nous vendaient ça à 2 000. Après, ils ont changé pour de ça à 30 000. On a continué de payer. On venait avant là, papier là, tout ça gagne rapidement. Mais maintenant, il y a 2 voies comme ça là, on vient ici pour gagner papier là. Ça devient un problème seulement. Sur la voie là, on ne peut pas dire on dépense cela. Parce que des jours en jour, des jours là, tu passes, ça n'atteint pas des fois ce que tu dépenses. Des fois, ça augmente aussi. On a gagné papier pour quitter d'ici, pour aller jusqu'à Kaya. Avant le temps qu'on avait commencé, là. Avec 50 000 là, tu es déjà à Kaya. Mais actuellement, là, il te faut au moins 60 000 avant d'arriver à Kaya. Sans argent, on ne passe pas, même avec des papiers en règle. Ces témoignages sont assez parlants. Bonaventure Kéré, on a comme l'impression que ce sont les chauffeurs routiers qui sont les plus grandes victimes. Ben, comme vous l'avez constaté lors du sondage que vous avez vous-même réalisé, effectivement, c'est être chauffeur routier aujourd'hui. Là, j'interpelle nos amis qui sont venus zéro goutte de sang là. C'est pour leur dire que leur association est la bienvenue effectivement et à point nommé parce que on fatigue tellement les routiers, les chauffeurs routiers que pendant le voyage, ils sont tellement fatigués et vous savez que la fatigue tue. La fatigue tue. Donc, c'est l'occasion pour nous, lors de cette émission, d'interpeller les autorités pour qu'on repense, comme je le disais, la manière de contrôler la route. Parce que ceux qu'on envoie sur les routes, je ne dis pas qu'ils sont tous des racketteurs, mais vraiment, lorsqu'on n'arrive pas à les contrôler tous, il vaut mieux trouver une solution, ouvrir la route à tout le monde et voir de quelle manière, surtout lorsqu'il s'agit de passagers qu'on a embarqués, par exemple, à Ouagadougou pour Bobo, on n'a pas besoin de les descendre 3 ou 4 fois avant Bobo pour un contrôle. On a leur identité déjà qui est leur identité qu'on envoie directement au service compétent. S'il y a des délinquants ou des gens indélicats dedans, on peut déjà les détecter
et les interpeller. Mais qu'on laisse les gens circuler tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, ceux qui sont en règle, ceux qui veulent vraiment se mettre en règle, c'est ceux-ci qui sont le plus négativement impactés par le contrôle routier. Que ce soit le voyageur ou le chauffeur, tout le monde est impacté négativement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repenser le contrôle routier. Alors, pour être beaucoup plus concret sur le terrain, on a entendu de ces témoignages, certains qui parlent de 50 000 francs de frais de route qui s'ajoutent aux frais déjà existants. Est-ce qu'au niveau de votre fêtière, vous avez pu peut-être évaluer? Oui, bon. On prend un exemple, par exemple, peut-être sur le corridor Ouaga-Abidjan. Combien un chauffeur routier, par exemple, doit débourser au-delà, évidemment, des taxes connues déjà? Sur l'axe, le corridor, en tout cas, Ouagadougou-Abidjan, à partir de la frontière Yendéré jusqu'à Abidjan, comme l'a dit un des sondés, ben, on n'a pas besoin de papier. C'est de l'argent qu'on distribue. Donc, non seulement le propriétaire du véhicule, du moins le chauffeur, lui paye. En tout cas, pour aller à Abidjan, on n'a pas si c'est un car, c'est entre 150 000 et 200 000 en faux frais, entre la frontière Yendéré jusqu'à Abidjan. Mais pour le voyageur, j'admets que ça fluctue. Parce que, comme le disait, puisqu'avant de venir à l'émission, j'ai posé aussi des questions. Alors, il y a un qui me disait, ça dépend de l'équipe du jour. Il y a des zones, quand vous arrivez, ces gens-là sont plus cléments que ceux qui étaient là. Donc souvent, certains sont gentils. Voilà. Souvent, donc, certains sont assez méchants. Voilà. Tout dépend de l'humeur, en fait. De l'humeur de l'équipe qui est là. Donc, il y en a qui prennent 2000 francs aujourd'hui par passager pour laisser passer à un poste. Le lendemain, les autres arrivent, c'est 5000. Voilà, donc ça fluctue. Monsieur Kéré, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez eu à dire tout à l'heure. Vous avez dit que sur le corridor, vous distribuez de l'argent. Oui. Si vos papiers sont en règle et que malgré ça, vous distribuez l'argent, est-ce qu'en quelque sorte, vous n'encouragez pas le racket? Non, nous n'encourageons, puisque nous sommes Vous êtes en règle. Nous sommes victimes de ces raquettes. Vous êtes en règle, mais vous allez plus lentement que celui qui n'est pas en règle. Je vous explique. Lorsque vos papiers sont en règle, vous arrivez au poste de contrôle, on récupère vos papiers, on dépose. Les gens arrivent, ils donnent devant vous, ils mettent ce qu'il faut dans le classeur, ils remettent à l'équipe qui enlève la chose, ils disent bon voyage. Et vous, vos papiers sont là. Mais si vous dites chef, puisque bon, c'est leur nom comme ça, c'est des chefs. Quand vous dites chef, bon, vraiment, voyez mon cas, il va dire, tu veux me montrer mon travail? Et après, si vous insistez, ben, on parle d'outrage à agent. Et en ce moment, ça prend une autre tournure. Vous êtes obligé, malgré que vous êtes en règle, de reconsidérer vos choses. Donc, la prochaine fois, mais vous faites comme les autres. Vous faites comme les autres. C'est-à-dire, vous ne vous mettez pas en règle. Voilà. Mais est-ce que vous signalez ces cas? Ben, là, je vais interpeller le coordonnateur, CONACFP. Ben, c'est vrai que leurs actions ont contribué à faire baisser un peu ce phénomène, mais on a eu plusieurs rencontres avec eux. On leur a dit, on leur a raconté ce qui se passe. Je ne veux pas citer certaines villes du Burkina, mais eux, ils le savent et à eux, nous avons donné des exemples. Nous avons, chaque fois que les cas se déroulent, nous les interpellons.
C'est vrai qu'ils agissent, mais le phénomène, comme je vous l'ai dit, c'est comme l'un des plus vieux métiers du monde. Donc, c'est compliqué. Il a la peau dure. Oui. Sakado, on a aussi une impression que les usagers, soit les chauffeurs de route, les chauffeurs routiers, sont dans une forme de résignation. Est-ce que vous avez cette impression, vous également? Oui, des fois, quand vous transportez une marchandise périssable et que des forces de l'ordre vous font la force, vous avez vraiment intérêt à faire vite pour partir. Rien que ce matin, j'ai reçu 2 dénonciations. Sur la route RN2, des douaniers arrêtent un camion qui transporte des flacons de bouteilles liquides façon les sucreries. Depuis hier, tous ces papiers, il les a envoyés par WhatsApp. Il dit que voilà tous les papiers qu'on demande. Mais quand ils ont pris posé, on ne lui dit rien. Il a fait 24 heures là-bas. Il était prêt à payer 15 000 francs pour se libérer, mais le gars dit que si ce n'est pas 100 000, il ne va pas passer. À l'intérieur du Burkina ici, de Ouaga, dans une ville intérieure. Vous comprenez que si vous vivez de ça, vous ne pouvez pas ne pas vous résigner. Parce que même, quand bien même il a fait une dénonciation chez nous, la procédure que nous allons emprunter pour faire une saisine, mais si lui doit attendre ça, peut-être qu'il attendra 1 mois là-bas. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'au sein des forces de défense et de sécurité, il y ait une prise de conscience. Il faut que l'intégrité se réinstalle. Et à défaut, il faut que la sanction suive. Il faut réprimer ceux qui font cela et qui sont débusqués. Parce que quand un adulte commet une faute plusieurs fois et qu'un autre adulte voit que cette faute n'est pas sanctionnée, dans le pire des cas, il va suivre le mauvais exemple. Je pense que, en tout cas, on a assez de cas, on a assez de possibilités, on a la loi avec nous. Il faut arrêter, il faut vraiment faire en sorte que quelqu'un ne puisse pas abuser de son pouvoir. Oui, sauf que ce discours, il est tenu depuis des décennies, mais visiblement rien ne change. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la loi. Il faut sanctionner les brebis galeuses. Et si on sanctionne 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez voir que ça va marcher. Je vous donne un exemple. Nous avons été au Rwanda en 2018 et de janvier à mai, on nous a informé que 128 policiers ont été radiés des effectifs de la police. 128 en 5 mois. Mais il ne faut pas s'asseoir ici et puis dire qu'au Rwanda ça marche. Il faut suivre l'exemple. Voilà ce que ça veut dire suivre l'exemple. Mais si on est dans le laxisme, si on est dans la compréhension, comme disait une sœur religieuse, elle dit qu'au Burkina, tout le monde est contre la corruption, à condition que qu'il ne soit pas directement touché. Dès que c'est son oncle, c'est son cousin, il va dire, ah vraiment, c'est-à-dire, il faut comprendre, il a une famille. Bon, voilà. Non, il faut appliquer les mesures qui sont prévues. Il ne faut pas rentrer dans le sentimentalisme. Les jeunes, on peut toujours travailler dans la sensibilisation parce qu'on dit que le bois vert, on peut le dresser. Mais les adultes qui commettent des fautes, s'ils sont saisis, ce que la loi a prévu là, il faut faire comme ça. Il faut sanctionner. Et à force de sanctionner, vous allez voir que les brebis galeuses là vont devenir de moins en moins nombreuses. Mais si on rentre dans la compréhension, on dit ah, il a une famille, il travaille à 25 ans, il ne faut pas faire ça. Non. Ça va continuer comme ça. Monsieur Bado, ça, ce sont des cas concrets. On le voit ailleurs. Au Burkina, on n'a jamais entendu qu'un policier, qu'un militaire, qu'un gendarme comparaît devant une juridiction pour répondre des faits de racket. Non, je pense qu'il y a eu des cas. Peut-être que vous n'avez pas été informé. Il faut être clair, ça existe des sanctions.
il y a eu un dossier que le tribunal de grande instance de Ouaga 1 a jugé, je crois que ça dépasse légèrement 1 an. Là, c'était un policier municipal qui avait été cité à comparaître. Donc, les cas de sanctions existent. Les sanctions en la matière, ce n'est pas forcément la prison. Vous savez qu'un élément qui est à un poste de police, un poste frontalier, le simple fait même de l'enlever de ce poste et de le mettre dans un endroit considéré comme un bureau est une véritable sanction. Puisque les gens préfèrent travailler là où il y a les facilités d'avoir de l'argent. Maintenant, il y a des sanctions qui existent, mais on ne les rend pas nécessairement publiques, sinon ça existe. Il y a même des dossiers qui sont en instance pour être envoyés en justice. Tout ça, ça existe. La hiérarchie de ces forces, très souvent, quand elle est saisie, quand c'est un cas manifestement grave, il y a des sanctions, il y a des cellules disciplinaires. Quand on enferme un élément pour quelques jours, je ne crois pas que ce soit nécessaire de mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais on peut juste déplorer que les sanctions ne sont pas suffisantes. Maintenant, en la matière aussi, quand on analyse le phénomène en lui-même, on se rend compte que les deux côtés, on peut leur reprocher des choses. Il y a que les usagers de la route ont souvent des défauts de papier. Alors qu'ils circulent, par exemple, il n'a pas même l'assurance. L'assurance a expiré, c'est un délit. Ça veut dire qu'on aurait pu mettre son véhicule en fourrière et lui-même dresser une procédure contre lui et le traduire devant la juridiction pénale. Mais ça ne se fait pas par le laxisme même du système en lui-même. Parce qu'on reproche aussi aux agents de vouloir beaucoup l'argent, mais on sait aussi qu'il y a des usagers de la route qui ne cherchent jamais à être à jour. Il y a des gens qu'on a pris aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas leur visite technique. Au bout de 3 jours encore, on les reprend. Ou bien même pour l'infraction la plus grave, le défaut d'assurance, qui est une infraction qualifiée de délit qui peut vous amener en prison. On peut vous priver de votre liberté pour ça. Mais on trouve des gens qui mettent encore du temps avant de se mettre à jour. Donc la responsabilité, comme je l'ai déjà dit, elle est partageable, elle doit être partagée du reste, mais ce n'est pas à 50-50. On trouve un peu, je dirais, du n'importe quoi dans cette situation. On a des gens qui ont toute leur documentation, à qui on fait la force. On a aussi des gens qui n'ont aucune documentation, mais qui circulent normalement. Donc là, vous voyez qu'on peut reprocher à ceux qui sont rigoureux, à ceux qui ont de la documentation, à qui on fait la force. On peut aussi reprocher à ceux qui n'ont pas de la documentation, mais qui circulent. Ça veut dire qu'ils prennent l'initiative de corrompre. Et ça marche. Certains même ont fait savoir, comme M. Kerel l'a dit, qu'on va plus vite quand on n'a pas ces documents en règle. Malheureusement, on a constaté dans certains cas que c'était le cas. Mais cela ne justifie pas le fait que l'on ne doit pas avoir ces documents à jour pour vouloir maintenant aller vite. Il faut qu'il y ait des initiatives en termes de saisine, de dénonciation, et c'est ça qui va faire reculer le phénomène. Sinon, si chaque fois on fait des arrangements, le phénomène va persister. On trouve même aujourd'hui des gens qui interviennent pour autrui, qui se sont spécialisés. C'est-à-dire qu'on a saisi la moto de quelqu'un en ville parce qu'il n'a pas respecté le feu rouge, il n'avait pas de visite technique, il n'avait pas de carte grise. Voilà, donc des intermédiaires parce qu'ils connaissent des agents qui interviennent pour arranger. Dieu seul sait ce qui s'est passé entre lui et celui dont la moto avait été récupérée. Donc vraiment, c'est un climat de corruption généralisé. Donc on ne peut pas, de but en blanc comme ça, mettre la responsabilité sur un camp. Elle est partagée. Et il faut travailler de tous les côtés pour un assainissement. D'accord. Monsieur Bado, donc, c'est-à-dire que vous êtes au courant de ces pratiques? Nous sommes au courant de ces pratiques. Alors, quelles sont les différentes mesures ou initiatives prises pour assainir les checkpoints ici au Burkina? En termes d'initiatives, au niveau de la Coordination nationale de contrôle des forces de police, nous envoyons des missions, des contrôles qualité. C'est-à-dire ce sont des missions inopinées qui tombent sur les postes comme ça de contrôle routier sans que ça n'ait été annoncé. Et très souvent, on peut tomber sur en tout cas de mauvaises pratiques. On peut prendre des gens en flagrant délit. Bon, est-ce déjà arrivé? C'est plein de cas. Voilà. Maintenant, il se trouve que quand il y a un flagrant délit de remise, par exemple, la somme de 2000 francs pour corrompre,
Il se trouve que l'usager de la route aussi n'est pas, je dirais, propre. On trouve des usagers de la route qui ont des documents qui ont expiré, qui ne sont pas valables, et pour cela, il a mis 2000 francs ou 5000 dans son porte-document. Donc lui aussi n'est pas, je dirais, un honnête citoyen. On peut reprocher à celui qui a pris le fait d'être corrompu, mais on peut aussi reprocher à celui qui a remis le fait d'être un corrupteur. Donc ce sont des pratiques que nous connaissons. Maintenant, nous avons des mesures. Il y a souvent aussi des faits qui nous reviennent. On envoie des missions d'investigation pour aller vérifier est-ce que les faits de raquettes ou des mauvaises pratiques graves qui sont reprochées à tel ou tel poste, est-ce que c'est vérifié? Ben, très souvent aussi, on voit que c'est vérifié. Souvent, on voit que c'est vérifié, mais pas tel que ça a été dénoncé. Donc, les responsabilités vraiment sont partagées. Et puis, bon, voilà, il y a des actions. Voilà, on ne rend pas nécessairement public, mais il y a des actions qui sont initiées. Et quand les papiers ne sont pas en règle, il y a des sanctions? Il y a des sanctions. Si vous voulez, on prend un cas concret. Quelles sont les fourchettes? Si vous avez votre visite technique qui n'est pas à jour, là, c'est une infraction qualifiée contravention. Ça veut dire sanctionner d'une amende forfaitaire de 25 000 francs. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de payer les 25 000 francs sur le champ, on vous délivre votre quittance et vous continuez votre route, quitte à aller directement pour la visite technique au niveau du centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Maintenant, il se trouve que l'usager de la route ne veut pas facilement se séparer des 25 000, soit qu'il ne les a même pas. Donc, il propose un arrangement où c'est l'agent chargé du contrôle routier qui constate que son élément qu'il contrôle, en tout cas, a des difficultés. Il lui propose un arrangement. Donc, l'initiative de la corruption peut aussi bien venir de l'agent chargé du contrôle que de l'usager de la route qui veut se sortir d'une difficulté. Voilà, donc pour ça, il y a une amende forfaitaire qui doit être payée. Et maintenant, le pire des cas, c'est quand l'infraction commise est un délit. Par exemple, vous circulez avec une assurance qui a expiré depuis 3-4 jours. Un véhicule qui n'a pas une assurance au Burkina n'a pas le droit d'être en circulation. Et on vous prend en circulation parce que la conséquence, c'est quoi? Quand vous allez commettre un accident, supposons que c'est un accident grave, la victime, si elle a succombé, pour réparer les dommages que vous avez causés en termes de paiement des dommages-intérêts aux ayants droit de la victime, ça devient compliqué. Il n'y a pas une assurance pour couvrir un véhicule qui n'était pas assuré après une infraction. Si ça arrive, c'est qu'il y a eu corruption. L'assurance doit être antérieure au sinistre. Donc, c'est pour dire qu'il y a plein de situations qui existent, mais le pire, c'est qu'il y a généralement des arrangements. Et ce sont ces arrangements, et je dirais la facilité de ces arrangements, qui fait que le mal persiste. Parce que si vous aviez été verbalisé pour un défaut de visite technique à 25 000 francs, vous irez le plus souvent immédiatement faire la visite technique pour les petites voitures qui fait 8 000 francs. Vous avez payé 25 000. Donc, mais si ça a été arrangé à 5 000, on peut estimer encore qu'on peut circuler 2-3 jours avant d'aller au CCVA. Donc, je pense qu'il y a un manque de rigueur sur presque toute la ligne et c'est ça qui favorise tout ce climat de corruption généralisée. Merci. Monsieur Nakanabo, il a parlé de manque de rigueur, il a parlé de laxisme, d'arrangement. Est-ce que dans ces conditions, on ne pourrait pas un jour se trouver en train d'arranger, de faciliter peut-être la fuite ou la circulation d'un terroriste qui plus loin va aller commettre l'irréparable? Est-ce que ces pratiques nauséabondes ont un impact, peuvent avoir un impact sur la lutte contre le terrorisme? Tout à fait. Nous avons fait une année des journées nationales de refus de la corruption sur terrorisme et lutte contre la corruption. Et toutes les analyses faites ont révélé que la corruption et le terrorisme, c'est comme le carburant et le feu. Et ensuite, la corruption et le terrorisme vont de pair. Tant qu'on ne lutte pas conséquemment contre la corruption, c'est qu'on favorise le terrorisme.
Si on peut permettre à des agents, moyennant des paiements de passer, c'est qu'on a permis à des terroristes de circuler. Si on permet, et comme nous l'avons fait dans notre bande dessinée Kouka, nous avons fait notre bande dessinée cette année sur le thème du terrorisme, qui montre que les transporteurs, lorsqu'ils peuvent favoriser la circulation du carburant fraudé, lorsque les policiers peuvent fermer les yeux sur des tonnes et des tonnes de carburant. Vous avez certainement entendu parler du dossier du carburant. Le dossier du carburant trafiqué, c'est parti depuis 2019 du RENLAC pour aboutir au procès que vous avez vu. Mais sur les routes, c'est tout un réseau d'agents de sécurité, de douaniers, de policiers, de gendarmes qui sont complices pour que ces fraudes-là aient lieu. Et vous avez vu, quand le procès s'est déclenché, lorsqu'on a sanctionné, tout le monde s'est écrié, il y a eu comme 2 poids 2 mesures. Les agents publics ont été moins gravement sanctionnés que les opérateurs économiques. Parce qu'on a pitié, on ne veut pas qu'ils perdent leur emploi. Et je vous dis encore une fois, tant que l'administration ne va pas quitter de cette logique-là, l'administration sera gangrénée par la corruption. Les agents corrompus, il faut les réprimer avec la rigueur de la loi. On n'a pas dit d'être méchant avec eux. Il y a une loi, il y a des mesures qui sont prévues, il faut les appliquer. D'accord. Et actuellement, c'est faible. Je dirais, au ministère de l'administration territoriale, c'est moins que insuffisant. Il faut vraiment se mettre au sérieux et puis sanctionner. Il n'y a pas d'autre solution. Les gens ne comprennent que ça. Quelqu'un qui a fait de la corruption, qui a eu 2 milliards, il faut retirer. Si vous le laissez, vous prenez, bon, on dit on va prendre 1,2 million, il va garder les 800. Mais demain, un autre va faire 5 milliards. C'est une façon d'encourager. Voilà. D'accord, réprimer justement avec la rigueur de la loi. Nous restons avec le RENLAC. Votre structure a réalisé des enquêtes sur ce phénomène et nous allons découvrir la substance. Courant décembre 2023, nous avons réalisé une observation sur les pratiques de corruption au niveau des axes routiers et au niveau de certains services de la DGTTM. Et il faut dire que cette activité a été réalisée dans le cadre du projet Télénia, qui signifie droiture en langue nationale Djoula. Voilà. Et ce projet aussi, c'est dans le cadre du programme Face aux Veilles, qui vise en réalité la promotion, à contribuer à la promotion de l'intégrité dans les administrations publiques, particulièrement au niveau des secteurs du transport et de la sécurité. Donc il faut dire que cette observation nous a permis de savoir que le phénomène du racket n'a pas diminué. Au contraire, et ça sévit toujours sur nos axes routiers. Et en témoin, nos observateurs ont eu à observer au niveau de 57 postes de contrôle, notamment de la police, de la gendarmerie et de la douane. Et ils ont dénombré 44 cas de corruption. Et c'est vrai, les 44 cas de corruption concernent également les services de la DGTTM. Mais c'est au total 91 fiches qui ont été renseignées par nos observateurs. Il faut dire qu'il y avait 5 principaux axes que nous avons choisis en fonction du trafic, du volume de trafic. Ce qu'on a constaté au cours de cette observation, c'est quoi? C'est que, par exemple, quand on prend la question des contrôles d'identité, ceux qui ne possèdent pas leur CNIB, il arrive que certains payent même 3 000 et même au-delà. Quand ils ne possèdent pas leur CNIB. Quand je dis paye 3 000 ou 5 000 ou plus, ça veut dire qu'ils payent sans prendre en réalité de quittance. C'est des raquettes.
alors que la contravention en elle-même ne coûte que 3 000 francs. Et comme les usagers ignorent cela, donc ils vont passer de poste en poste, ils vont payer près de peut-être 10 000 francs sur un axe routier, alors que s'ils avaient payé uniquement les 3 000, ça les permettait, en tout cas ça court, c'est valable pour 24 heures. Nous réalisons ce type d'enquête couramment au niveau du Rhin-Lac, voilà, mais généralement ce n'est pas de cette envergure-là. Voilà, cette fois-ci on a essayé, voilà, de couvrir un peu tous les axes routiers, mais aussi d'emprunter tous les types de transport qu'il y a. Voilà, que je ne l'avais pas fait remarquer, c'est qu'il y a eu les véhicules de transport en commun, mais aussi il y a eu des taxis-motos et aussi des camions de transporteurs routiers. Il faut dire qu'on avait en vue d'observer aussi les agents de l'ONASER. Mais malheureusement, bon, au cours de la période qu'on a observée, nos observateurs n'ont pas pu croiser des agents de l'ONASER sur les axes routiers. Donc, après les observations, quand nous recueillons les informations sur les pratiques de corruption, nous faisons le plaidoyer afin que l'autorité prenne des mesures, voilà, contre ces faits et pratiques de corruption que nous avons constatés sur le terrain. Voilà. Et donc, entre autres, c'est les activités que nous avons prévues au niveau du projet Télénia. Et les résultats de l'observation montrent que le constat est alarmant parce que quand on regarde, les mêmes pratiques de raquettes continuent, voilà, et je peux dire même de plus belle au niveau de nos axes routiers. Voilà. Et alors que nous sommes dans un contexte d'insécurité, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les agents n'ont pas pris la mesure de la situation et continuent avec ces mauvaises pratiques-là. Retour sur ce plateau, M. Bado, vous l'avez entendu, constat alarmant, le phénomène continue d'avoir la peau dure. Il y a une certaine unanimité qui se dégage sur la proposition selon laquelle il faut aller par la méthode forte, une sorte de thérapie de choc pour choquer afin que la situation puisse changer positivement sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer voir un gendarme, un militaire ou un policier comparaître comme on le voit ailleurs et que toute la sanction, toute la rigueur de la loi soit appliquée? Merci, on peut l'espérer, mais je voudrais déjà préciser que dans la pratique, les militaires n'ont pas pour mission de faire des missions contrôle routier. On trouve dans le contrôle routier les policiers nationaux, les policiers municipaux, les gendarmes et la douane, etc. Mais en tout cas, les militaires en principe n'ont pas d'attribution en matière de contrôle routier. Voilà. Mais je pense que la volonté politique a été déjà affirmée. Mais la volonté politique, à mon avis, à elle seule ne suffit pas. Il faut la volonté des chefs hiérarchiques et même des chefs de proximité. Les chefs hiérarchiques, je veux parler des grands chefs. Les chefs de proximité, ce sont les chefs directs des agents qui sont sur le terrain. C'est eux ensemble qui peuvent faire que les choses vont changer. Sinon, la volonté politique, ça peut exister, mais si ce n'est pas suivi, le phénomène va persister. Et le représentant de l'ENLAC ici sur le plateau l'a dit, lorsqu'il y a des infractions qui sont commises et qu'il n'y a pas de sanction, l'impunité fait qu'on a tendance à voir grandir le nombre des acteurs ou en tout cas des candidats à la délinquance. C'est pour dire qu'il faut que l'on change de méthode de faire peut-être pour que les corrupteurs et les corrompus soient sanctionnés. Parce que là, il ne s'agit pas de dire seulement que c'est celui qui reçoit l'argent qui doit être visé pour être sanctionné, mais aussi celui qui donne. Donc, il faut ratisser large, aussi bien à l'égard des corrupteurs que des corrompus. Merci, M. Bado. Bonaventure Kiri, êtes-vous d'accord avec ce qu'il dit? Je suis bien d'accord, mais je me dis que la volonté politique, à elle seule, effectivement, ne suffit pas. Peut-être que avec les actions du
de la CONA-CFP aujourd'hui, quelque chose peut changer. Sinon, nous savons aussi que ceux qui se trouvent à des postes juteux, c'est-à-dire lorsque je suis douanier, on me place à un poste juteux à une frontière, ou bien je suis policier, on m'affecte à un poste juteux à une frontière ou sur la route. Alors, il faut avoir un parapluie. Le parapluie, c'est voilà. Et il sait de quoi, le coordonnateur sait de quoi je parle. C'est là. Si vous voyez qu'on ne peut pas sanctionner lourdement, ou on ne peut même pas sanctionner. Vous parlez du système de parrainage. Voilà. Et je pense que nous avons, lui-même a été du panel ce jour. C'était en 2019, je pense, 2018, lors d'une conférence de presse. Mais il était question de... Je te fais nommer à ce poste, ben, je te montre un terrain, voilà, un plan de construction, tu finis la villa et le reste, l'argent que tu gagnes, c'est pour toi. Ou alors j'envoie mon fils au Canada ou aux États-Unis, tu vas payer les frais de scolarité. Il y a des cas comme ça au Burkina? Ben, c'est pour cela que je vous dis, il faut repenser le contrôle routier autrement. Parce qu'aujourd'hui, pour être à certains postes de police ou de gendarmerie ou de douane, il faut avoir un parapluie. Hein. Et lorsque vous voulez sanctionner son agent, mais il ne fait que le déplacer d'un poste juteux à un autre. Alors le racket a toujours la peau dure. Hein. Voilà la réalité. Alors aujourd'hui, quelles sont vos attentes, rapidement? Ben, mes attentes aujourd'hui, c'est que sur les routes, les axes routiers, vraiment qu'on puisse circuler librement, que les agents qui sont là ne puissent contrôler que les véhicules particuliers, parce que vous avez parlé d'un réseau qu'on a démantelé. Je suis convaincu que ce n'est pas dans un cas que ça s'est passé. Alors, en ce moment, je pense que ça va fluidifier le trafic et on ira plus vite. Et concernant les documents afférents au voyage, c'est-à-dire pour les documents du véhicule, je peux vous assurer que avec les formations que nous donne notre ministère de tutelle, le ministère des Transports, et bien sûr et la CONA-CFP, nous avons assisté à plusieurs sessions de formation. Aujourd'hui, vous trouverez rarement un véhicule qui fait de l'interurbain, qui ne possède pas tous ses papiers. Surtout que ça a été fixé maintenant à 4 documents à présenter. Donc, rapidement, nos attentes, c'est qu'on libère les voies et qu'on permette aux usagers de circuler. Mais qu'on effectue le contrôle d'une autre manière, d'une manière repensée. Monsieur Sagado Nakanabo, l'État veut faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Vous avez d'ailleurs été reçu par le président de la transition. Avez-vous des signaux de confiance que les lignes vont bientôt bouger? Merci de cette question. Je voudrais souligner ce que le représentant du ministère de l'Administration naturelle venait de dire. La volonté politique au sommet de l'État, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va faire que le policier qui est sur la route ne va pas faire la corruption. Il a donné les preuves. M. Kéré aussi a montré. Et nous, dans le temps, lorsque le RENLAC a eu de grands succès dans la lutte contre la corruption au sein des polices, avec le commissaire Zango qui était à la direction nationale de la sûreté, c'est lorsqu'on a réussi à supprimer la présence des policiers sur la route. Et c'est de cela que M. Kéré parlait. S'il n'y a pas de policiers sur la route, s'il n'y a pas un contact entre un policier et un agent, il n'y aura pas de corruption. Mais un policier même nous a témoigné une fois qu'il y a des gens
Ils ne sont même pas en infraction. Il est de passage. Il te voit arrêter sur la route. Tu ne l'as pas sifflé. Il vient, il te tape la main avec 1000 francs dedans. Que tu fais quoi avec ça? Tu prends. Mais c'est de la corruption. Parce que si tu n'es pas policier là, il ne va pas te donner cet argent. Donc, et il y a même eu récemment, et je pense que vous l'avez suivi, au niveau de la présidence, on a pris une mesure pour faciliter les dénonciations. Et on a même prévu que ces dénonciations-là seront récompensées. Mais tout ça là, c'est très bien. Mais si on ne réprime pas avec la rigueur quelqu'un qui est pris pour faire de corruption, on ne va pas inquiéter les corrompus et les corrupteurs. Et le rôle de l'administration, c'est d'agir sur ces agents. La responsabilité de l'administration, c'est sur le policier, le gendarme, l'agent des douanes qui est sur la route. L'usager là, lui, Ezekiel vous a dit, lui il agit souvent par crainte. Parce que un chercheur américain a dit que la corruption, c'est le monopole, plus le pouvoir discrétionnaire, moins la redevabilité. Si le racket est systémique, comme Kéré l'a bien décrit, c'est-à-dire ceux qui raquettent sur la route là, ne sont que les morceaux visibles de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est un système huilé. Et que les chefs qui sont dans les bureaux là, ils sont bien au courant de ce qui se passe. En ce moment-là, on ne peut pas réprimer. D'accord. C'est systémique. Et c'est ça qu'il faut craindre. Parce que ça détruit la police. Si les policiers s'organisent, non pas pour veiller à la sécurité, mais s'ils s'organisent pour se remplir les poches, comme on le fait dans les frontières, il y a quelqu'un qui nous a dit que si lui, les policiers, on l'a fait à la frontière de Côte d'Ivoire, au moment où il y avait Corona et puis fermeture des frontières là, quand au bout de 6 mois, même lui peut rendre démission et puis aller vivre tranquillement avec ce qu'il va récolter. Vous comprenez? D'accord. C'est très grave. Merci, Monsieur Nagranabo. Razak, avant de donner la parole au public, nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux où la corruption est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui est dit? Comment faire pour lutter contre la désinformation et la bonne information? Comment donner la bonne information? Quel bon réflexe adopter? Notre partenaire Faso Tchèque, plateforme burkinabé de fact-checking, nous donne des éléments de réponse à travers Jordan Meda. En 2023, Transparency International classait le Burkina Faso 83e sur 180 pays dans son indice de perception de la corruption. Un score qui montre que la corruption reste un problème majeur dans le pays. Et sauf erreur ou omission, Faso Tchèque, dans son monitoring des réseaux sociaux, n'a pas trouvé de fausses informations sur ce sujet au Burkina. Cependant, la question est tout de même diversement traitée par les internautes. Sur le réseau social chinois TikTok, par exemple, la corruption est très souvent abordée sous forme de sketch humoristique, une manière de dénoncer et de sensibiliser sur le sujet. Mais attention, certains contenus humoristiques peuvent parfois être trompeurs. En fait, les contenus parodiques liés à la corruption qui sont partagés sur la plateforme et réalisés par des acteurs sont parfois, au fil des partages, accompagnés de légendes et de titres trompeurs dans le but d'attirer le maximum de vues. Il est important donc de vérifier les informations avant de les partager. Pour la petite histoire, TikTok est une plateforme de production et de partage de courtes vidéos et aussi de réseautage social. Pour l'instant, le nombre d'utilisateurs sur TikTok au Burkina n'est pas encore connu officiellement, mais le hashtag Burkina cumule sur la plateforme près de 223 000 publications à ce jour. Sur Facebook, par contre, les discussions sur la corruption prennent une tournure un peu plus sérieuse. Les internautes relaient des cas présumés de corruption et partagent des informations provenant d'organisations de lutte contre la corruption comme le RENLAC et la SELC. Il est important de s'informer auprès de sources fiables pour se faire une opinion éclairée sur la question de la corruption et sur tous les sujets en général.
D'ici là, n'hésitez pas à soumettre les contenus dont vous doutez à FasoCheck au numéro 68 69 41 07. Retour sur ce plateau où nous sommes également avec un public chaleureux mobilisé ce soir. Nous sommes avec les membres de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Bonsoir, cher public, et merci d'être avec nous. Nous sommes également avec des membres du RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, qui constitue donc ce public ce soir. Alors, cher public, la parole est à qui veut la prendre. Je commence peut-être par ma droite. Est-ce que vous avez des témoignages, des questions? Oui, allez-y, vous présentez, vous posez votre question. D'accord, donc, je me nomme Noba Youssouf, membre de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route, et j'ai une question qui va de part et d'autre, donc qui vont s'adresser aux différents invités. Et la première question va s'adresser au RENLAC, puisqu'il a été question lors de la saisie par la douane du camion de boissons. Il a été évoqué le cas de la lenteur dans la procédure. Voilà. Qu'est-ce qui est à la base de cette lenteur-là? Le RENLAC aurait besoin de ressources humaines, de ressources financières pour que ça puisse aller plus vite. Voilà. Parce que quelque chose qui est lent après, ça devient peut-être la parole du corrompu, voilà, contre celle du corrupteur en griffe. Et pour aller au niveau du contrôle, déjà, on a parlé des sanctions telles que enfermer un agent pendant quelques jours ou le muter. Pour ma part, c'est des sanctions de complaisance. Voilà, il ne faut pas qu'on se mente. Quelqu'un qui sait qu'il va aller faire juste quelques jours au cachot et après récupérer les sous qu'il a raquettés, bon, ça ne lui dira rien. Et quelqu'un aussi qu'on enlève là où il gagne moins pour amener dans un bureau, il a toujours son travail, il a toujours au moins un salaire, il a ce qu'il avait raquetté. Et qu'est-ce qui prouve que l'autre qu'on envoie là-bas au bout de quelques jours ne va pas retomber dans la même chose? Et on a du mal à soigner une maladie qu'on ne connaît pas. Mais là, on a l'impression qu'on sait tout. On sait ce qui se passe, on sait qui est au courant, on connaît les rouages. Et est-ce que réellement il y a de véritables mesures qui sont prises pour ça, à l'image du Rwanda, pour qu'on puisse sortir de ce fléau-là? Voilà, donc ma question c'est à ce niveau. Et enfin, au niveau de la fêtière des transports, il a été question de libérer les routes, voilà, d'avoir moins de contrôle. Oui, c'est bien, mais au même titre que laisser passer des personnes sans pièces moyennant quelques sous peut aggraver le terrorisme, libérer aussi les voies sans des mesures solides derrière, ce n'est pas évident. Voilà, on a des compagnies aujourd'hui qui peuvent le faire parce que le contrôle d'identité est fait à la gare et ces compagnies-là garantissent justement la sécurité de tout un chacun en ne prenant personne sur les routes. C'est à chaque gare et dans chaque gare, les passagers sont contrôlés de la même sorte. Voilà. Mais il faut libérer les voies, tandis qu'il y a des compagnies qui sont dans l'anarchie totale, qui peuvent prendre n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, ce n'est pas évident. Donc, est-ce que la fêtière également est dans l'optique de prendre des mesures de sorte que toutes les compagnies de transport puissent s'aligner justement afin que non seulement les passagers ne soient plus que dans les gares et aussi que l'identité soit contrôlée de façon correcte. Voilà, parce que c'est tout en un. Voilà. Merci beaucoup pour les questions. Rapidement, un tour de table. Visiblement, tout le monde a été interpellé. On commence par la fêtière des transporteurs. Rapidement. Je constate que notre jeune compagnon est bien informé. Effectivement, nous avons sollicité du ministère de la Sécurité, justement, une généralisation de cette pratique. Parce que nous avons de la pratique de remettre la liste des passagers à partir de la gare aux autorités compétentes qui, avant le départ du véhicule, là, bon, ces autorités peuvent détecter les personnes indélicates à interpeller peut-être. Nous avons sollicité cela pour toutes les compagnies de transport. Maintenant, il reste nos amis du secteur informel. Pour eux, nous sommes en train de réfléchir parce que pratiquement tous sont dans les gares publiques. C'est-à-dire, je parle de gares publiques, vous avez la gare de l'Ouest, la gare de l'Est, la gare Inter, voilà, et la gare de Tampoui. Vous avez ces gares-là
nous voulons instaurer le même système, c'est-à-dire que lorsque vous chargez, la liste des passagers qui sont à bord de votre véhicule est transmise aux autorités compétentes. Mais nous sommes confrontés à une petite difficulté parce que c'est des véhicules qui font pratiquement ce qu'on appelle de porte à porte. C'est-à-dire qu'un véhicule qui va, par exemple, à Sabou, arriver à Tanguy-Dassouri, va embarquer des passagers, voilà, va faire un arrêt. S'il a des passagers, il va embarquer. À Kokolgo, c'est ainsi de suite jusqu'à Sabou. Bon, voilà, il faut pouvoir contrôler ceux qui montent et qui descendent. Voilà. Donc, nous sommes confrontés à cette difficulté. Sinon, nous sommes... Mais je veux rappeler qu'en 2014-2015, j'avais tantôt dit que les autres pays membres de la CEDEAO étaient venus pour s'inspirer de l'exemple du Burkina, pour avoir au plus fort du temps des braqueurs, des coupeurs de route. Là. Le Burkina avait réussi le tour de force de libérer les routes des forces de contrôle, mais bon, on n'avait pas, la criminalité n'avait pas augmenté, le taux n'avait pas augmenté en tant que tel. Alors, cette réunion a eu lieu à Ouaga 2000. Vous, comme vous êtes des journalistes, vous pouvez peut-être avoir en tout cas quelques documents là-dessus. Ça a été, si vous permettez, je vais citer les personnalités qui ont... non, je crois pas que c'est pas la peine. Voilà, on voit déjà la substance de ce que vous êtes en train de dire. C'était à Ouaga 2000, tous les pays étaient présents et c'était organisé par la CEDEAO. Et à l'époque, nous avions un compatriote qui était le coordonnateur, ça s'appelle coordonnateur de la CEDEAO. Voilà. Donc, les autres pays membres avaient demandé à notre pays comment vous avez réussi. Il n'y a personne sur la route, mais il n'y a pas de criminels. C'était un cas d'école. C'était un cas d'école. Merci. Voilà. Monsieur... Donc, c'est pour dire que ça peut aller, ça peut marcher. On n'a pas besoin de mettre un policier, un gendarme, voilà, à chaque carrefour pour qu'il y ait la sécurité. Merci. Monsieur Nakanabo. Merci. Je pense qu'il y a eu deux questions qui m'ont été posées. Il y a une question sur la lenteur des procédures. Pourquoi? Mais, par exemple, pour ce matin, il m'appelle, il me fait la dénonciation. Matériellement, le RENLAC n'a pas le pouvoir d'agir sur les agents publics. Nous devons saisir l'administration de cet agent. Avant de saisir, il faut qu'on vérifie un peu la véracité des faits. Sinon, si dès que quelqu'un téléphone, il vous dit quelque chose, vous allez courir, vous risquez un jour de vous retrouver à Mako parce qu'on va vous faire une fausse dénonciation et puis vous allez être un faux dénonciateur. Donc, on est obligé d'avoir un minimum de précautions. C'est ça qui fait la lenteur. Et ça profite aux agents indélicats. Mais on n'a pas le choix. Il y a un minimum de temps d'observation, de saisine. Nous, on saisit l'administration. Ça se fait par écrit, ça se fait par voie procédurale. Donc, l'administration aussi prend le temps pour réagir. Donc, bon, si on veut saisir la direction de la douane sur ce dossier-là, il faut attendre peut-être le résultat dans un mois, pas avant. Et ça, c'est au plus tôt des cas. Maintenant, les sanctions de complaisance. Ça, c'est le propre du Burkinabé. Et c'est ça qui fait qu'on ne réussit pas la lutte contre la corruption. Des fois, quand nous faisons une dénonciation et que les dossiers sont en cours, ou bien que des sanctions sont prises en justice, des gens peuvent venir me voir ou bien venir voir un agent, dire que oui, que la gendarmerie, que tout le monde est d'accord pour qu'on le pardonne, qu'il manque seulement le RENLAC. Vous voyez, on veut vous faire un cas de conscience. On va dire si la personne là perd son boulot là, c'est à cause du RENLAC. Si les enfants et les femmes de ce monsieur ne mangent pas, on vous met la charge sur le RENLAC, qui n'est qu'une organisation de la société civile. C'est ça qui fait que les mesures sont de complaisance. Merci. Des mesures de complaisance, un mot à dire, M. Bado? Donc, je pense que, en ce qui concerne ces mesures, moi, je n'allais pas les qualifier de complaisantes, mais c'est plutôt des mesures insuffisantes. Parce qu'il y a une panoplie de mesures.
il se trouve que l'autorité compétente souvent ne choisit pas la mesure appropriée. Sinon, toutes sont des sanctions. Voilà. Par exemple, il nous est arrivé de constater souvent qu'on affecte un agent. L'affectation n'est pas une sanction. Mais il faut viser directement dans la liste des sanctions. Ça peut être l'avertissement, le blâme, l'abaissement d'échelon. Quand on vous abaisse un échelon, on vous fait rétrograder d'un échelon, vous perdez 2 ans d'ancienneté. Je pense quand même que ce n'est pas rien. Et quand on pense que par rapport aux agents fautifs sur la route, il faut les sanctionner, je ne suis pas contre les sanctions. Mais seulement, sauf que parfois, on va se retrouver à appeler aussi l'usager de la route pour aussi les sanctionner avec. Parce que c'est lui qui a été le corrupteur et l'autre n'est qu'un corrompu. C'est pour dire qu'en matière de lutte contre la corruption, effectivement, je prends note que les sanctions auxquelles nous avons assisté le plus souvent sont insuffisantes. Donc, ce qui fait que, bon, les agents même n'ont pas peur. Juste affecter un agent, à mon avis, ce n'est pas une sanction puisque l'affectation même n'est pas prévue en tant que telle comme étant une sanction. Donc, c'est plutôt, à mon avis, une insuffisance qu'il faut corriger, mais ce n'est pas de la complaisance parce que la complaisance, la meilleure en tout cas, serait même de ne rien faire du tout contre l'agent. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre intervention là? Rapidement, on va donner la parole. Allez-y, présentez-vous et puis allez-y. Ça marche. Je suis Dasmané Zabsonré, l'un des responsables de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Rapidement, moi, j'allais d'abord passer par la sensibilisation. Nous, on sort sur le terrain pour faire la sensibilisation. OK. Nous, dans le cadre de l'atteinte de nos objectifs, nous, on sort régulièrement sur le terrain pour faire les sensibilisations. Et par là, nous voyons également certains faits qui a été dénoncé ici, et nous pensons qu'il faut d'abord sensibiliser les usagers de la route, que ce soit à 2 roues, à 4 roues, parce que beaucoup ne savent même pas que si je me mets en règle, je dépense moins, je gagne, je protège ma vie. Beaucoup ne savent pas ça. Et d'une autre part, on constate également que les gens ont peur de l'autorité. Donc rapidement, d'autres même sont en règle, mais ils veulent donner pour passer, pour ne pas avoir de problème. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il ne connaît pas, il n'est pas conscient. Donc si je sais que non, si je porte le casque, je ne vais pas donner 3 000 francs. Or, si je n'ai pas le casque, si je donne 3 000 francs 3 ou 4 fois, déjà cet agent-là peut déjà payer le casque. C'est la même chose pour ceux qui ne sont pas en règle au niveau des contrôles pour les véhicules. Et maintenant, je dirais que je vais aller au niveau du ministère de l'administration territoriale. Je constate que là-bas, côté sanctions, d'abord, même s'ils disent qu'il y a la volonté politique, il faudra qu'on sente ça sur le terrain. On ne peut pas dire qu'il y a la volonté politique et puis sur le terrain, il n'y a pas de changement. S'il y a la volonté politique, pourquoi on ne communique pas sur les indélicats? S'il faut sanctionner également l'usager de la route, il faut les sanctionner au même titre qu'on veut qu'on sanctionne les agents. De FDS. Exactement. Et pour moi, il faut communiquer sur ces sanctions. Si on communique publiquement à la télévision ou à la radio sur une durée, sur ces sanctions, même si on part à la TGI, on fait, comme on appelle ça, un procès, qu'on communique dessus, les autres auront peur et je pense que ça peut travailler à diminuer la corruption et surtout dans ces périodes d'insécurité, on laisse passer beaucoup de terroristes, le fait que nous-mêmes, on accepte la corruption. Merci beaucoup, M. Zabsonré, pour votre contribution. S'il n'y a plus d'intervention par là, on va passer maintenant à ma gauche. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, allez-y, rapidement, vous vous présentez. Mon nom, c'est Martin Kieno et je voulais d'abord faire un petit témoignage parce que j'ai fait la zone de Yenre. Quand on parlait de Nyangologo, j'ai fait 3 ans à Nyangologo. Donc je partais sur Abidjan. Oui. Donc je partais chaque fois à Yenre. Et j'avais même un ami qui était à Yenre en tant que policier. Et quand on arrive, quelqu'un va arriver, s'il regarde sur la pièce, c'est écrit peut-être étudiant ou élève, bon, il dit, ah, lui là, il peut être un peu compliqué. Donc toi, tu peux passer. Mais si c'est nous autres, bon, il faut passer par l'autre côté, et tu passes là-bas, tu payes 1000 francs. Il n'y a pas de, ta pièce là, c'est expiré ou tu as problème de, non, tu passes, tu payes 1000 francs. Et ce n'est pas qu'on ne dénonce pas, la population en parle, à chaque fois on parle, mais il n'y a pas de changement. C'est pour dire que, comme quelqu'un disait tout de suite, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe là-bas, mais il s'en fout. Maintenant, quand on parle des sanctions,
que la sanction, si on va sanctionner l'autorité qui a pris peut-être l'argent, on doit sanctionner. Ça fait quoi? On peut sanctionner aussi l'usager. Si toutefois, quelqu'un passe, il dit qu'il n'a pas tous ses papiers, on dit de payer 25 000, il refuse, on prend son véhicule, on dépose. S'il doit faire 1 mois avant de venir payer les 25 000 pour prendre son véhicule, si ça lui plaît, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut être quand même rigoureux. Si c'est en matière de loi là, au Burkina là en tout cas, il y en a. Il n'y a pas quelque chose, loi là, il y en a beaucoup. Mais qui va se lever pour qu'on mette en application cette loi là, c'est ce qui manque. Et ça ne doit pas être comme ça. Quand même, la rigueur, ça doit venir de nos autorités. Si on n'arrive pas à faire cela, est-ce que les usagers peuvent faire cela? Si quelqu'un est capable d'enlever 2000 francs pour négocier, c'est parce qu'il sait que s'il négocie, on va prendre. Si vous négociez avec 2000 francs, on vous chasse et on prend votre moto, on dépose, dit, je reviens dans une semaine. Je me rappelle, il y a, je ne sais pas c'est en quelle année, quand vous brûlez le feu tricolore ou bien vous faites une infraction en ville d'ici, on retire votre moto et vous faites 1 semaine avant de venir retirer. Quand la personne fait ça, 1 semaine, il reste à la maison, il n'arrive même pas à circuler. Je pense que quand cette personne repart pour prendre sa moto, demain, personne ne va lui dire de respecter le feu tricolore ou bien de faire quoi que ce soit. Mais si sur place, il enlève 2000 francs, on dit, bon, comme c'est lui, il a proposé, bon, nous, on va prendre. Est-ce que ça nous arrange? Donc, je pense que la rigueur, là, c'est ça qui manque à ceux qui sont en haut. S'il y a cette rigueur-là, je pense que lui qui doit corrompre là même a peur de faire parce qu'il sait que s'il s'amuse, on va l'attraper et puis enfermer. Monsieur Bado, vous êtes témoin. Merci. Je voudrais juste préciser aux jeunes frères que quand j'ai dit que l'usager de la route aussi doit être sanctionné, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas nécessaire. Je veux simplement qu'on sache que dans une opération de corruption, des raquettes, très souvent, il y a 2 parties qui sont poursuivables. L'idéal, c'est de poursuivre les 2. Je veux simplement qu'on sache qu'il ne faut pas penser que c'est un seul camp qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner les 2. Et le manque de rigueur, effectivement, la facilité même de pouvoir arranger les choses, c'est ça qui fait que le phénomène persiste. Aujourd'hui, vous trouvez des gens qui vont dans des gares routières sans CNIB, carte nationale d'identité, et qui sont sûrs qu'elles vont voyager, parce que cela est possible. Imaginez l'autre hypothèse, vous partez à l'aéroport, vous voulez aller en dehors de la sous-région, vous n'avez pas de passeport, est-ce que vous pourrez voyager? Ce n'est pas possible. Donc il y a certaines choses que les usagers de la route initient parce qu'ils savent que c'est possible. Il y a des gens qui prennent place dans un véhicule de transport de passagers, il n'a pas de CNIB, mais il sait qu'il ira à destination parce qu'il a déjà apprêté quelque chose pour distribuer sur la route. Donc, c'est tout le système qui est gangréné. Il ne s'agit pas de voir un seul côté. Notre souhait, c'est qu'il y ait une application rigoureuse des textes et c'est même cette non-rigueur dans l'application des textes qui fait que la corruption, de façon générale, et les raquettes en particulier, ça persiste. Donc, nous sommes en phase, on se comprend. Sinon, je n'ai jamais eu l'intention de faire savoir qu'il faut poursuivre seulement l'argent. Je pense qu'on vous comprend parfaitement. Un dernier intervenant, par là. Okay. Allez-y. OK. Rapidement, M. Bonaventure. Le coordonnateur a parlé de gares routières, on peut voyager sans CNIB. Il veut parler de gares routières publiques, hein. Pas les gares routières privées, parce que là, vous arrivez, vous donnez votre CNIB pour qu'on vous enregistre. Voilà, je pense qu'il a été compris. Il parlait des gares conduites très souvent par les municipalités. Voilà, donc... Merci beaucoup, Bonaventure, Thierry, pour votre précision. Moi, c'est Nassouri Abdoul Momini, du Renlac. Voilà, je voulais revenir un peu sur la question de la volonté politique. Effectivement, on a dit ici qu'il y a la volonté politique, mais elle ne suffit pas. Et il n'y a pas que ça, elle est insuffisante, je pense, parce que quand on prend les structures étatiques en charge de lutte contre la corruption, elles n'ont pas suffisamment les moyens pour mener à bien leur mission. Quand on prend par exemple la CONACEP qui est ici, bon, ils n'ont pas suffisamment de pouvoir. Non seulement ils n'ont pas les moyens en termes de moyens humains, matériels, mais aussi quand on regarde, ils n'ont pas le pouvoir de sanctionner les agents fautifs sur le terrain.
Quand ils sortent, ils font leur mission, ils font des rapports, ils transmettent à la hiérarchie. Et comme on le dit, voilà, c'est des sanctions de complaisance et qui ne permettent pas, en réalité, de lutter contre ce phénomène-là et qui gangrène notre société. Donc, l'autre aspect, c'est la question de la sensibilisation. Nous, on a mené notre observation en 2023. Et ce qu'on a constaté, c'est quoi? C'est que l'un des facteurs aussi de ce phénomène, qui favorise ce phénomène, c'est l'ignorance même des usagers. Voilà. Et par exemple, quand vous prenez un usager qui n'a pas sa CNIB, la contravention coûte 3 000 francs. S'il paye les 3 000 francs, voilà, il retire une quittance. Au niveau de tous les postes de contrôle, il n'a qu'à présenter cette quittance-là et il n'a plus à payer. Et vous allez voir, il y a d'autres usagers qui ignorent ça. Ils vont payer 2 000 à chaque poste de contrôle. Et à la fin, bon, ils vont débourser soit 6 000 ou 10 000. Et il y a d'autres même qui arrivent à certains postes de contrôle. Pour défaut de CNIB, on leur exige de payer 5 000 francs. Voilà. Et c'est pour dire qu'il y a un de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route qui a évoqué ça, la sensibilisation. Il faut continuer la sensibilisation. Au niveau du Rhin-Lac, en tout cas, nous allons continuer dans ce sens-là. Mais il faut aussi qu'on dote les moyens, les structures étatiques en charge de lutte contre le phénomène de la corruption, et afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. Merci. Merci beaucoup, M. Nassouri. Astrid, je pense que inexorablement, on tire vers la fin de cette émission. Tout à fait. Donc, rapidement, un dernier tour de table. Et nous débutons avec vous, M. Bienvenu Bado. Dites-nous, est-ce qu'on peut vous contacter pour dénoncer des cas de raquettes? Merci. Donc, on peut nous contacter au numéro vert 1020. C'est un numéro gratuit. C'est pourquoi on l'appelle numéro vert. Vous appelez avec toute sorte de réseau de téléphonie. Ça va sonner auprès d'un contrôleur au niveau de la CONACFE. Vous posez le problème. Mais je profite de dire que la CONACFE n'interviendra pas si vous avez tort. Il faut vous assurer qu'on est en train de vouloir vous faire la force. Et c'est à partir de là que vous êtes autorisé à nous appeler. Vous ne pouvez pas, par exemple, nous appeler pour dire que ma visite technique a expiré juste hier et on me demande... non, ça, nous ne rentrons pas dans cela. Mais j'ai tous mes documents, par contre. Avec tout ça, on me demande de payer 2 000, 5 000. Ça, par contre, nous pouvons intervenir et vous allez avoir sans doute satisfaction. D'accord. Merci à vous, Monsieur Kéré. Ils nous suivent également les transporteurs routiers et autres acteurs. Quels conseils leur donnez-vous face aux raquettes? Bon, nous leur conseillons et nous pensons qu'ils suivent nos conseils. C'est de toujours être en règle. Mais je vais relever quelque chose rapidement. Oui, rapidement. Lorsque on dit que c'est de l'ignorance ou... non, les PDG là, de la route, police, douane, gendarmerie, sont tout puissants. Lorsqu'il y avait rupture d'imprimés de CNIB, rappelez-vous, il y a eu une rupture des imprimés de CNIB. Sur certaines voies, on a fait, ceux qui sont allés pour renouveler leur CNIB, on leur donne un récépissé. Quand ils présentaient ça, j'ai été témoin, entre Bobo et Bafora, la police faisait payer néanmoins, disent que ce n'est pas valable quand vous présentez le récépissé. Voilà. Donc c'est pour vous dire, il y a de la mauvaise foi quelque part, surtout qu'ils sont forts, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Monsieur Nakanabo, je suis citoyen, usager de la route, je suis victime ou je constate des faits de raquettes. Comment je dois réagir? Merci. Et au niveau du Rhin-Lac, nous prenons la veille citoyenne. Nous invitons tous les citoyens à dénoncer la corruption sans jamais attendre. Et il y a des moyens, il y a beaucoup de canaux pour ça. En ce qui nous concerne, nous avons notre téléphone vert, le 80 00 11 et 22. Nous avons un numéro WhatsApp ouvert, le 02 99 00 40. Et pour nous,
pour réussir la lutte contre la corruption, nous avons besoin de la synergie d'action de tous les acteurs, privés comme publics. À ce titre, j'invite la CONA-CFP à sortir de l'idée que l'usager doit être sanctionné. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de sanctionner les agents de police. Il faut qu'ils s'occupent des agents de police. La sanction des usagers, là, c'est du domaine public. Il y a la loi pour ça. Il faut que chacun balaye devant sa cour. Ils n'ont qu'à régler les policiers. S'ils font ça, là, les autres structures de lutte vont s'occuper des usagers. Et la loi prévoit leurs sanctions. Mais la CONASPEP doit se concentrer pour mettre de l'ordre. La loi prévoit aussi la sanction des éléments de FDS, M. Nakanabo. Tout à fait. Et justement, c'est leur rôle régalien de sanctionner ces agents-là. Mais ils n'ont pas un rôle de sanctionner les usagers. Ils ne peuvent pas le faire. Merci beaucoup à Sagado Nakanabo. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption de Rennes-Lac. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à Bienvenue Bado, premier responsable de la coordination nationale de contrôle des forces de police. Merci d'être passé également. Merci à Bonaventure Kéré, secrétaire général national de la fêtière des transporteurs routiers. Merci à tous d'être passés. Merci, un grand merci au public ce soir, composé de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. Merci d'être passés. Merci également aux membres du Rennes-Lac qui sont dans le public. Merci à tous d'être passés. C'est donc tout pour votre rendez-vous face aux veilles d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, pour réagir à cette émission, vous pouvez dès maintenant participer à un sondage en appelant le 321 sur le réseau Orange. C'est gratuit et ne vous prendra pas plus d'une minute de votre temps. Votre avis nous intéresse. On vous y attend donc. Merci à nos invités au mois prochain. Merci. Gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédivabilité.